Quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier, la notion de prix est déterminante. Mais entre le coup de cœur, les travaux, les données à prendre en compte, il y a beaucoup de choses à mesurer. Alors, où et comment bien s'informer? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir pour parler de la valeur d'un bien immobilier, le prix de l'immobilier. Maître Pauline Bourguignon, bonjour. Bonjour. Alors, notaire, membre des notaires de Paris, vous allez nous délivrer de bons conseils, des conseils pratiques, et on verra aussi avec vous l'évolution des prix de l'immobilier à Paris, notamment sur les appartements anciens. Ève Xavier-Blanchet, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, une solide expérience dans la gestion de patrimoine et l'immobilier, et vous lancez la première plateforme qui prend en compte des critères et des données relatives à l'immobilier durable. On va voir justement tout cela dans le détail, mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, quand on évoque la valeur d'un bien immobilier, qu'est-ce que cela vous inspire, la valeur d'un bien immobilier, Maître Pauline Bourguignon? Alors moi, en tant que notaire, je vais évidemment me référer à la base des notaires, la base bien pour Paris et l'Île-de-France, puisqu'on a la chance de pouvoir quantifier le volume de transactions et de connaître le prix par mètre carré de manière très précise, puisqu'on complète cette base au vu de l'emplacement, de l'arrondissement, de l'étage, du nombre de mètres carrés de l'appartement. Donc c'est une base très précise et qui nous est très précieuse. Très bien. Ève, la valeur d'un bien immobilier, qu'est-ce que ça évoque pour vous? La première réponse, c'est la valeur économique, forcément. Donc c'est le prix pour lequel on est prêt à mettre pour acheter ce bien. Mais on va le voir, je pense, au cours de cette émission, qu'il y a d'autres éléments qui constituent la valeur d'un bien, la valeur affective, la valeur verte ou écologique, et voire même la valeur sociale. Très bien, effectivement. Tout cela est à prendre en compte. Alors pour démarrer, il y a la conjoncture, c'est important justement. Les prix, notamment de l'immobilier à Paris, ça évolue, ça baisse un petit peu. On va le voir dans le détail. Vous avez fait une conférence de presse récemment, c'était le 7 septembre dernier. Et on va voir en images quelques infographies. Tout d'abord, l'évolution des prix à Paris. Alors, est-ce que ça baisse ? Alors, avant de parler de baisse de prix, il faut surtout parler de baisse de volume de transactions immobilières. Puisqu'effectivement, les derniers chiffres, qui sont ceux du deuxième semestre 2023, nous montrent qu'on a une baisse de l'ordre de 25% sur les 12 derniers mois. Pour autant, ça n'a pas encore un impact important sur la baisse des prix. C'est-à-dire que ça baisse légèrement, donc on a une chute notamment des ventes d'appartements anciens, mais pour l'instant, ça ne se répercute pas de façon... Il n'y a pas d'effondrement, en tout cas, et des prix et des transactions. Exactement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une crise de confiance. À la fois, les acquéreurs se disent « je vais attendre de voir si le prix de l'immobilier va encore baisser » et les vendeurs, de leur côté, souhaitent voir si les taux d'intérêt vont se stabiliser. Et donc, dans ce contexte-là d'attente, on constate quoi? Qu'il y a effectivement une baisse importante des transactions immobilières, mais pour les prix de l'immobilier, en tout cas pour le deuxième semestre, on était aux alentours de 3,7% de baisse et les prévisionnels laissent à penser qu'à partir d'octobre, on sera à 5%. Voilà. Oui, voilà. Et pour la moyenne, en tout cas, on est, alors selon les avant-contrats des notaires de Paris, juste au-dessus des 10 000 euros par mètre carré. Bon, c'est une moyenne, hein, mais on va voir maintenant sur l'évolution des arrondissements parisiens et la disparité avec des écarts qui se creusent. Maître Bourguignon. Oui, c'est vrai. Alors, on voit que les prix ont baissé dans tous les arrondissements, avec une baisse plus importante dans le 19e, 20e et 13e arrondissement de Paris, puisque là, on est aux alentours de 9 000 euros. Mais c'est vrai que tous les arrondissements sont touchés par cette baisse de prix. Et on voit quand même des écarts importants entre le 6e, qui est l'arrondissement le plus cher, à 13 800 euros par mètre carré en moyenne, et le 13e arrondissement, on est à 8 700, on a même le 19e, 8 350 euros par mètre carré au sein d'une même ville. Voilà, des écarts quand même assez importants.
En fait, dans un marché où la baisse de prix se fait sentir, c'est justement dans ce contexte-là qu'on va voir des écarts importants. Et donc, pour revenir à cette idée de valorisation, évidemment, le conseil à donner, c'est de faire bien attention aux biens qu'on s'apprête à acquérir. Tant l'emplacement, évidemment, va jouer, et on le voit, mais il n'y a pas que ça. Si vous êtes sur le point d'acheter un souplex, des biens dont on dit qu'il y a parfois des défauts, souplex, rez-de-chaussée, problème de luminosité, c'est sans doute ces biens-là qui vont être impactés en priorité quand on est dans une période de crise. Et pour illustrer aussi vos propos, voilà, on voit l'évolution là, des prix dans tous les arrondissements parisiens avec des fortes baisses. On voit notamment dans le 14e arrondissement, moins 7,8%. Ça va continuer ? Alors bien malin celui qui sait faut comment les taux là, d'intérêt vont évoluer, parce que c'est ça le sujet en fait. Et c'est ça qui déclenche l'attentisme notamment, exactement. Et des acquéreurs et des vendeurs. En moyenne, on a une baisse de 3,7% aujourd'hui. Voilà. Et donc, savoir comment les choses vont évoluer, écoutez, j'espère qu'on sera fixé rapidement, parce que ce n'est pas une période évidente pour personne. Les gens ont besoin de faire des projets. Et donc, effectivement, au-delà des critères économiques, il y a aussi la vie qui continue, des critères affectifs. Et donc, c'est vrai que c'est important. Et puis, il y a des critères émergents qui sont des critères qu'on n'évoquait pas il y a quelques années, mais par exemple, le coût de la rénovation ou le coût de l'énergie, en fait, ce sont des facteurs qui sont pris en compte aujourd'hui par les acquéreurs. Alors justement, on va continuer à mettre les indicateurs. Quels sont-ils pour vous justement sur la valeur d'un bien immobilier ? On parle beaucoup du DPE, diagnostic de performance énergétique, donc de faire des travaux. Est-ce que ça veut dire justement c'est une possibilité de négocier à la baisse le prix d'un bien ? Il y a évidemment aussi les taxes, l'emplacement, la fiscalité. Quels sont les indicateurs à prendre en compte ? Alors, en fait, à Paris, on est quand même sur un marché d'actifs anciens. Donc, évidemment, se pose la question de la rénovation, mais je pense que Ève nous le développera plus précisément pour les biens neufs. Il y a tout un tas de critères. L'emplacement, moi, me paraît toujours le plus important. Les notaires disent toujours l'emplacement. Bon, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Ouais. Et ça ne se trompe jamais. Donc l'emplacement, les critères de rénovation, évidemment, ça c'est nouveau, mais dans de l'ancien, il faut se dire aussi que faire des rénovations, parfois, ça va impacter aussi le nombre de mètres carrés dans un appartement. Donc il y a tout ça à mettre en exergue. Les taxes, alors oui, les taxes, on sait que depuis le début de l'année, on n'a plus de taxes d'habitation, la taxe foncière a largement augmenté. Est-ce qu'on doit choisir un bien en fonction des taxes ? Je ne crois pas. Je pense que c'est tout un tas de critères qui doivent être pris en compte. Les charges de copropriété, les travaux à venir, les transports, évidemment, avec le Grand Paris, la possibilité peut-être d'acheter plus loin, pas intramuros, mais avec des facilités de transport et peut-être dans un immeuble neuf qui, lui, bénéficiera d'une bonne notation thermique. Pour le diagnostic de performance énergétique, c'est quelque chose qui est évidemment de plus en plus regardé par les acquéreurs. Aujourd'hui, ça a surtout un impact en termes de location, mais pas pour la résidence principale. Voilà. Oui, en termes de location, avec notamment l'interdiction de louer les biens classés G à partir de 2025, c'est quasiment demain matin. Ouais. Après, ce sont les F en 2028. Tout ça a quand même un impact. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens dans votre étude aussi qui achètent, qui ont un coup de cœur ou de moins en moins ? Comment ça se passe ? Moi, la première, mais ça, c'est une question de nature. Voilà, on peut raisonner toujours par rapport à des critères objectifs, économiques. Et puis, alors, je dirais que c'est plus vrai pour des maisons, pour l'achat de maisons. Ouais. Un appartement parisien, haussmannien, 3e étage, ascenseur, à côté de l'école, je dirais qu'il n'y en a pas un qui va plaire plus que l'autre, sauf peut-être la possibilité de faire des travaux quand l'autre est entièrement rénové. Donc là, il y aura une marge de négociation moins importante pour si on veut essayer de négocier le prix. Pour les maisons, c'est tout autre chose. Donc, proche de Paris, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui se ressentent. En tout cas, c'est ce que les acquéreurs me disent. Et je veux bien l'admettre. Être accompagné d'un professionnel aussi, c'est important.
peut-être aussi, parce qu'on n'est pas forcément architecte, on ne connaît pas tout. C'est important d'être bien accompagné. Alors évidemment, je pense qu'on n'achète pas une maison ou un appartement en 5 minutes. Tout ce dont on parle, c'est important et il faut le faire avant l'offre. En principe, il faut être accompagné lors de peut-être pas la première visite, mais au moins en faire 2 avant de signer la promesse de vente et être accompagné de sachants, parce qu'on n'est pas des professionnels de l'immobilier. Et autant pour l'achat d'un appartement, les choses sont normées, comme je vous l'ai dit, et il y a une réglementation qui est déjà bien présente avec des diagnostics, la loi Carrez, les PV d'Assemblée Générale des copropriétaires, qui nous donnent quand même une idée, le carnet d'entretien de l'immeuble, qui va nous dire dans quel état se trouve l'immeuble, s'il y a des procédures. Tout ça, c'est assez normé et assez rassurant. Pour l'achat d'une maison, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est très important à mon sens d'être accompagné d'un auditeur technique pour vérifier l'état de la toiture, l'état des radiateurs, parce qu'effectivement si on vibre juste devant les fleurs du jardin, on va se rendre compte dans un deuxième temps qu'il n'y a pas de radiateur dans la cuisine et ça va être un coût à prévoir supplémentaire. Donc effectivement je pense qu'il faut se faire une petite to-do list avant de faire son offre pour bien s'assurer de ne pas rester que dans l'affect. Très bien, on verra justement tout d'abord cette liste. Alors, Ève Xaye-Blanchet, alors on va tout d'abord commencer à se projeter aussi sur l'immobilier neuf, parce que c'est l'un de vos domaines de prédilection. Quand on se dit se projeter dans le neuf, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est souvent des plaquettes, d'où l'importance aussi de se rendre sur place, que l'on n'achète pas un produit, on achète un logement. Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, sur le neuf notamment ? Alors, on va retrouver, je dirais, pour apprécier un bien, on va retrouver les mêmes codes que l'ancien. Le critère numéro 1 reste l'emplacement, bien évidemment. Le deuxième critère, c'est le prix. On est vraiment sur les fondamentaux d'un investissement immobilier, qu'on soit sur le neuf ou de l'ancien, l'emplacement, le prix, la qualité de l'environnement. Ensuite, ce qu'on va pouvoir regarder, ce que va regarder un investisseur, un acquéreur, il va y avoir toujours cette dimension un petit peu, je dirais, affective, c'est la qualité architecturale de ce qui va être projeté notamment sur les plaquettes, et donc notamment le plan, les orientations, les vues, etc. Quand on investit dans l'immobilier, on regarde ces éléments et ces critères fondamentaux. Aujourd'hui, dans le neuf, on a, pour commencer en tout cas à ouvrir le sujet sur la valeur verte, on a des réglementations. Jusqu'à présent, la RT 2012 s'appliquait et il y a une grande révolution quelque part depuis maintenant 1 an, puisque la réglementation environnementale dite RE 2020 s'applique sur tous les immeubles dont les PC sont déposés actuellement. Cette grande révolution, elle est liée bien évidemment à la performance énergétique d'un bâtiment neuf, mais elle va être aussi liée au calcul et au poids carbone. C'est un nouvel élément qui rentre en considération, dont on entend de plus en plus parler. Pourquoi ? Parce que vous avez certainement entendu parler de la COP21 et des accords de Paris. Bien sûr, oui. L'objectif national, européen, voire même mondial, c'est de maîtriser le changement climatique et notamment d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et on sait que pour atteindre cette neutralité, il faut maîtriser son bilan carbone. Et c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on choisit un immeuble dans le neuf. Et alors justement, on va voir, parce que vous lancez en fait, Ève, la première plateforme d'évaluation dédiée à l'immobilier durable, donc plateforme qui s'appelle Orama, et qui prend en compte des critères, des données relatives à l'immobilier durable et responsable pour ceux qui souhaitent investir, les épargnants, donc les investisseurs qui sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est écologie. Quels principaux indicateurs sont pris en compte sur la plateforme Orama ? Alors, Orama est parti d'un constat, c'est que quand on fait un investissement immobilier, c'est un placement, on regarde bien évidemment les éléments économiques, donc l'emplacement, la rentabilité, la liquidité du bien, bien évidemment. Ce que constate Orama, ce qu'a constaté et ce qui a permis la création d'Orama, c'est qu'en fait, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, et notamment des éléments environnementaux ou écologiques et des éléments sociétaux. Je dirais qu'au quotidien, on a aujourd'hui le réflexe, quand on va faire des achats, que ce soit pour du textile, pour l'alimentation, on a le réflexe de se poser la question d'où provient ce produit, par qui il a été fabriqué, dans quelles conditions et à quel prix. Quand on fait un investissement immobilier, ces réflexes, on ne les a pas encore, et c'est tout l'enjeu d'Orama, c'est d'apporter ces réflexes et surtout une grille de lecture de l'immobilier qui intègre bien évidemment les critères fondamentaux aux critères environnementaux et sociétaux.
Et donc là, vous proposez tout ce qui est dispositif d'investissement immobilier étudié, donc Pinel, Malraux, de Normandie, monuments historiques, LMNP, déficit foncier, nue propriété. Il faut que derrière, les promoteurs et les autres jouent le jeu de vous donner en fait toutes ces données, cette data. Oui, ouais. c'est le cœur du sujet de Rama, c'est de collecter la data, c'est de collecter la donnée. Aujourd'hui, n'importe quel immeuble, on peut appeler aussi ça un actif immobilier, que ce soit du neuf ou de l'ancien, avec ou sans rénovation, va passer dans un scanner. Ce scanner est composé d'un peu plus de 100 critères, ventilés sur 3 piliers économique, environnemental et sociétal. Notre métier, comme je vous le disais, c'est de collecter la data. Il y a un tiers de cette donnée qui est aujourd'hui disponible, ce qu'on appelle de l'open data. Donc je n'ai pas besoin de me rapprocher d'un promoteur et d'un opérateur pour obtenir ces éléments-là. Et puis les 2 tiers, là en revanche, j'ai besoin d'être directement connecté et branché aux opérateurs qui vont venir me solliciter pour me transmettre des informations liées au permis de construire, liées aux éléments également contractuels, commerciaux, qui vont venir alimenter ce scanner pour délivrer finalement une notation et avoir une lecture simplifiée de l'impact économique, environnemental et sociétal d'un investissement locatif. Qu'en pensez-vous, Maître Bourguignon ? Sur cette valeur verte, et ce qui est mis en place, c'est important aussi, on va de plus en plus vers ça. Enfin, ça semble être le sens de l'histoire. Oui, je trouve ça très intéressant. On en a parlé un petit peu en off, et c'est vrai que les gens ne raisonnent pas encore comme ça sur le côté thermique. Et c'est vrai que moi, mes clients, ils ont tendance à raisonner vraiment en rentabilité et nous en liquidité en tant que notaire. Est-ce qu'on va réussir à revendre le bien ? Est-ce qu'il y a des vrais sujets juridiques ? Avec le DPE, on s'intéresse au sujet de la notation évidemment énergétique, mais je trouve ça très intéressant et je pense que c'est l'avenir, donc c'est une bonne idée, un beau projet. Alors, si l'on regarde quelques conseils, donc ne pas se précipiter, on est d'accord, enfin à moins d'avoir un coup de cœur de folie comme ça vous est arrivé, s'informer, regarder à la loupe les opportunités, une annonce immobilière qui est là depuis plus de 3 mois, généralement c'est qu'elle n'est pas au bon prix, généralement, c'est ce qui arrive. On peut utiliser les outils d'estimation, alors je prêche pour ma paroisse, Figaro Immobilier bien sûr, mais aussi Castorus par exemple, qui est une plateforme indépendante qui donne en temps réel l'évolution des annonces immobilières partout en France. Donc on voit l'évolution des prix des maisons, des appartements au moment où a été mis l'annonce la première fois et en temps réel pour voir si ça baisse, si ça monte. La base des données de valeur foncière qui nous informe des ventes réalisées en France notamment, là c'est via la Direction Générale des Finances Publiques. On peut sélectionner un quartier, on peut avoir une rue et on voit, en fait c'est intéressant, qu'est-ce qui a été vendu récemment, une maison, un appartement, quel prix, donc ça donne un indicateur. Regardez aussi peut-être les biens atypiques ou parfois se renseigner sur des ventes aux enchères, je sais que les notaires en organisent parfois, il peut y avoir des pépites. Négocier donc, on l'évoquait, les biens classés F et G, quitte à faire ensuite des travaux de rénovation. Passer ou non par un professionnel aussi, certains passent en direct, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être c'est mieux, ça vous est arrivé. Et puis l'immobilier, donc pas que des prix, pas que des mètres carrés, c'est l'emplacement, c'est un environnement, parfois un voisinage, ce sont des transports, on l'évoquait, c'est un cadre de vie aussi, Maître Bourguignon. Oui, c'est un cadre de vie. Après, depuis le Covid, on a vu que les choses avaient évolué, qu'il y a une mobilité aujourd'hui qui est permise par l'activité professionnelle. Donc, c'est pour ça que la liquidité d'un bien est importante. Je pense qu'on ne va pas demain vivre toute notre vie au même endroit. On va avoir plusieurs métiers. Donc, c'est important de se plaire dans l'endroit où on vit et évidemment raisonner en termes de praticité, les transports, l'école des enfants. Mais c'est vrai qu'on le voit, aujourd'hui on travaille chez soi et demain on change de région. Donc l'emplacement à un instant T, en tout cas, pour permettre une liquidité, choisir un bien, être bien accompagné de son notaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de sujet juridique qui pourrait bloquer la vente à la revente. Et, très important, penser revente. Très toujours important, penser revente. Oui. Et puis après, l'avenir nous dira si d'autres critères environnementaux deviendront les critères numéro 1. Je pense que oui, c'est important. Ève.
Oui. Pour compléter et donner des bons conseils pratiques. Oui. Alors, il y a la valeur. Votre question tout à l'heure, c'était quelle est la valeur d'un bien. Il y a la valeur aujourd'hui, qui est une valeur marchande, mais il y a aussi la valeur de demain, pour reprendre votre expression, Pauline, c'est-à-dire la liquidité. Ma conviction, c'est que les valeurs environnementales et sociétales sont ce qui fera la valeur demain. On a un très bon exemple, c'est les fameux DPE, diagnostics de performance énergétique. Aujourd'hui, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui, il y a 5 ou 10 ans, ont entretenu leur patrimoine, ont changé les huisseries, ont mis en place de l'isolation, alors que ce n'était pas du tout réglementé, absolument pas obligatoire. Et c'est eux aujourd'hui qui s'en sortent le mieux. Vous avez des cartes de France qui montrent qu'en fonction des régions, on a des écarts de prix entre des biens qui sont vendus en DPE G et des biens vendus en DPE C, des écarts de prix qui vont jusqu'à 20%. C'est considérable. Je referme cette parenthèse. Ce qui fait la valeur d'un bien, je dirais d'un bien, en tout cas d'un point de vue écologique, environnemental, sur du neuf. Vous avez 2 types de signaux. Vous avez les signaux forts et les signaux faibles. Alors, signaux forts, c'est ceux qu'on va tout de suite identifier, et notamment lorsque des promoteurs s'engagent dans des référentiels, des labellisations. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Ouais. Alors, la base, déjà, c'est la RE 2020, c'est la nouvelle réglementation, donc elle s'applique à tous les PC déposés aujourd'hui. Mais vous avez des labels et des certifications telles que la NF Habitat, la HQE, haute qualité environnementale, certains secteurs aussi qui bénéficient de ce qu'on appelle le label écoquartier. Donc on est sur des démarches, ou encore vous avez prestataire avec BBCA, vous avez BE+, avec prestataire. Donc vous avez un certain nombre de labels et de certifications plus ou moins connus, malheureusement, mais qui montrent une démarche de la part du promoteur et de l'opérateur immobilier en faveur de l'environnement, que ce soit en phase de chantier, en phase de construction et même en phase d'exploitation. Signaux forts, c'est toujours bien de les regarder et d'être attentif, notamment sur les plaquettes commerciales. Et puis vous avez les signaux faibles. Et là, les signaux faibles, il faut avoir quelqu'un qui puisse les identifier et les traduire. Les signaux faibles, ça peut être la notion d'artificialisation des sols. Ça peut être le type de matériaux qui va être utilisé sans forcément être en BBCA, donc en bâtiment bas carbone. Le promoteur va parfois détruire un bâtiment, conserver tous les éléments sur site et faire ce qu'on appelle du béton de site. Alors là, c'est pas du tout, ça relève absolument pas d'une certification d'un label, mais il y a bien un sujet de conservation, d'économie circulaire et aussi de baisse de bilan carbone. Et matériaux biosourcés, géosourcés, les circuits courts, tout ce qui est... Effectivement. Dernier tour de table toutes les deux, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Pauline, vos derniers bons conseils. Bons conseils, ne pas se laisser angoisser par la conjoncture actuelle. Je pense que on visite un bien, on le revisite, on se fait accompagner d'un auditeur technique, on regarde la documentation juridique et financière, la copropriété, s'il y a des procédures, quelles sont les charges de copropriété. Pour une maison, on vérifie les servitudes. Très bien, tout un listing déjà en amont, important d'anticiper. Oui. C'est vrai que alors moi j'ai l'habitude d'accompagner mes clients dès le projet. Non mais parce que c'est important que les clients n'attendent pas d'avoir une offre acceptée pour contacter le notaire en fait. Je pense que surtout dans ces périodes d'incertitude, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter au moment même où ils cherchent, au moment même où ils ont un projet. Et comme ça, on les aiguille justement. En fonction du projet, ça nous permet de leur dire voilà ce qui est important, la documentation à vérifier. Donc, comme je vous le disais, pour une maison, s'il y a des servitudes, s'il y a des sujets de bornage, de voisinage. Donc, ensuite, les accompagner et leur dire n'attendez pas d'avoir signé la promesse de vente pour finaliser finalement votre budget prévisionnel et essayer en amont de faire appel à des entrepreneurs de travaux pour justement avoir une idée très précise de votre budget. Et ensuite, se poser la question éventuellement de la conjoncture. Est-ce que je fais une bonne ou une mauvaise opération ? Voilà, on sait que la baisse des prix aujourd'hui, elle est autour de 3 à 5%. Ouais. Les taux vont se stabiliser. Je pense que ça n'empêche pas de continuer sa vie. D'autant que ça baisse pas partout, pas au même rythme. Il faut vraiment s'informer aussi sur l'évolution de ce marché, de ces marchés. Il y a plusieurs marchés immobiliers. Ève, vos bons conseils quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier?
Je dirais que les bons conseils, ce serait d'anticiper la valeur demain du bien immobilier. Ouais. Vous rejoignez toutes les deux. Alors, absolument. Très bien. Sur la partie environnementale, ce serait de regarder comment, par exemple, le bâtiment se comporte face aux événements de réchauffement climatique. Est-ce qu'il existe des îlots de fraîcheur à proximité? Comment le bâtiment aussi a été conçu pour résister à ces hausses de température qu'on vit de plus en plus? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la notion de ville du quart d'heure, qu'on n'a pas encore parlé. Et pourtant, c'est intéressant de regarder cette notion de ville du quart d'heure parce qu'elle favorise la mobilité décarbonée. Et aujourd'hui, on recherche de plus en plus cela, et notamment à Paris, en Île-de-France. Parmi les autres éléments, autres indicateurs à regarder, ça serait des indicateurs un peu plus socio-sociétaux. J'entends par là deux sujets. Le premier, c'est qu'on est aujourd'hui sur une tendance lourde, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Et donc, regarder comment le logement peut s'adapter aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'est le premier point, l'accessibilité, que ce soit dans les communs ou même à l'intérieur du logement. Et le dernier point pour conclure, ça serait également de regarder la notion d'habitat, alors pas partagé, mais en tout cas de solidarité. Qu'est-ce que le bâtiment, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, propose pour recréer des espaces partagés, du lien social? Oui. Exactement. La mixité d'usage des bâtiments, c'est quelque chose dont on regarde de plus en plus souvent. Et puis, on l'a vu avec la Covid, on a besoin d'avoir aussi des espaces pour se rencontrer. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, mais dans le futur, c'est toujours un élément à prendre en compte. Eh bien, merci à toutes les deux pour vos éclairages. Maître Pauline Bourguignon, merci beaucoup. Mais je vous en prie, Olivier, merci à vous. Ève Xaëb Blanchet, merci infiniment. Merci, Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.